Chaque année, l'humanité produit plus de 400 millions de tonnes de plastique. Cela suffirait pour envelopper toute la Terre dans un film plastique à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'à Guangdong, en Chine, pour visiter l'une des plus grandes usines de fabrication de plastique au monde. Un complexe colossal qui produit plus de 10 000 tonnes de produits plastiques par jour. Du pétrole extrait à grande profondeur sous la surface jusqu'aux bouteilles finies que tu tiens entre tes mains, nous allons assister au parcours complet de la production du plastique. Ce gigantesque complexe industriel s'étend sur une surface équivalente à environ 200 terrains de football et emploie plus de 15 000 travailleurs, organisés en 3 équipes qui se relaient jour et nuit. L'usine abrite 48 lignes de production, chacune capable de fabriquer simultanément différents types de produits plastiques. Les cheminées s'élèvent à environ 70 mètres dans le ciel, tandis que des canalisations souterraines s'étendent sur des kilomètres, transportant matières premières et produits finis à travers ce véritable labyrinthe industriel. Si les processus industriels te fascinent et que tu souhaites découvrir davantage de documentaires sur la façon dont sont fabriqués les produits du quotidien, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et si ce contenu te plaît, laisse un pouce bleu. Cela nous aide vraiment à produire plus de visites détaillées d'usines comme celle-ci. Allons-y. Plongeons dans cette histoire. Notre récit commence à des milliers de mètres, sous le fond de l'océan, là où d'immenses plateformes de forage extraient la matière première qui deviendra du plastique. Le pétrole brut. Ce liquide épais et noir est le reste compressé d'anciens organismes marins, plancton microscopique, algues et bactéries, morts il y a des millions d'années, ensevelis sous des couches de sédiments, puis transformés par une chaleur et une pression intenses au cours d'échelles de temps géologiques. Sur des plateformes offshore dans le golfe du Mexique et en mer du Nord, des ingénieurs pilotent des équipements de forage sophistiqués capables d'atteindre des profondeurs de 3000 mètres ou davantage. À l'échelle mondiale, ces plateformes extraient environ 95 millions de barils de pétrole chaque jour. Un seul baril contient 159 litres de pétrole brut et, fait étonnant, seulement une portion comprise entre environ 4 et 6% de ce volume finira transformé en plastique. Le reste est utilisé pour produire des carburants, des lubrifiants, du bitume et d'autres dérivés pétroliers. Le processus d'extraction est une véritable prouesse d'ingénierie. Il utilise des têtes de forage rotatives, certaines atteignant environ 60 cm de diamètre, qui traversent les couches de roche, tandis qu'une boue de forage est pompée pour refroidir l'équipement et ramener les fragments de roche à la surface. Cette boue est un mélange soigneusement formulé qui empêche également les parois du puits de s'effondrer. Une fois le réservoir de pétrole atteint, la différence de pression, qui peut dépasser 300 bars, pousse le pétrole brut vers le haut à travers le puits. Une seule plateforme offshore peut coûter plus d'1 milliard de dollars à construire et produire jusqu'à environ 50 000 barils de pétrole par jour à son pic d'activité. Le pétrole circule ensuite dans un réseau complexe d'oléoducs sous-marins jusqu'à des plateformes de traitement où l'eau, le gaz naturel et les sédiments sont séparés. De là, le pétrole brut est acheminé par d'immenses pétroliers, certains pouvant transporter environ 2 millions de barils, ou par de longs oléoducs terrestres qui s'étendent sur des milliers de kilomètres jusqu'aux raffineries, où la véritable transformation commence. Voyons la suite. Bienvenue dans la raffinerie, un dédale industriel de colonnes de distillation, de fours et d'unités de traitement qui fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le pétrole brut qui arrive ici est un mélange complexe de milliers de molécules d'hydrocarbures différentes, allant de gaz très légers à des substances lourdes et goudronneuses. Le rôle de la raffinerie est de les séparer et de les transformer. Le processus commence dans la colonne de distillation fractionnée,
Une structure imposante pouvant atteindre environ 60 mètres de hauteur et une dizaine de mètres de diamètre. Le pétrole brut est chauffé à près de 400 degrés Celsius dans un immense four, ce qui le transforme en vapeur. Cette vapeur surchauffée pénètre par le bas de la colonne sous pression et remonte à travers de multiples plateaux, souvent entre 40 et 50 niveaux, situés à différentes hauteurs. En se refroidissant à chaque niveau, les différents composants se condensent à des températures spécifiques selon leur poids moléculaire. Les fractions les plus légères, notamment des gaz comme le propane et le butane, montent jusqu'au sommet où les températures se situent autour de 30 à 40 degrés Celsius. L'essence se condense dans les sections médianes, à des températures comprises approximativement entre 70 et 200 degrés. Le kérosène et le diesel se condensent plus bas. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le naphta, une fraction de poids moyen qui se condense aux alentours de 150 à 200 degrés Celsius. Ce liquide de couleur paille, à la consistance proche de celle de l'essence, est la matière première principale de la production de plastique. Une grande raffinerie typique traite chaque jour entre environ 300 000 et 500 000 barils de pétrole brut, produisant de l'ordre de 20 000 à 30 000 tonnes de naphta spécifiquement destinées à l'industrie pétrochimique. Le naphta est ensuite envoyé vers une unité de craquage, où il subit une transformation chimique intense. Dans des fours de craquage chauffés à des températures comprises entre environ 800 et 900 degrés Celsius, les longues chaînes d'hydrocarbures des molécules de naphta, qui contiennent généralement entre 8 et 12 atomes de carbone, sont brisées en molécules plus petites. Ce procédé, appelé craquage thermique ou craquage à la vapeur, produit de l'éthylène et du propylène, les principaux blocs de construction de la plupart des plastiques. Le craquage se déroule dans des tubes à l'intérieur du four où le mélange naphta-vapeur ne reste à la température maximale qu'une fraction de seconde, moins d'une seconde en pratique. Cette durée extrêmement courte est cruciale. Si l'exposition dure trop longtemps, les molécules se décomposent en carbone inutilisable. Les produits sont immédiatement refroidis dans des tours de trempe par pulvérisation d'eau, ce qui fait chuter la température d'environ 900 à environ 400 degrés en quelques millisecondes. Une unité moderne de craquage de taille mondiale peut traiter près de 1000 tonnes de naphta par jour, produisant de l'ordre de 300 tonnes d'éthylène, 150 tonnes de propylène et diverses autres substances chimiques de grande valeur. La consommation d'énergie est gigantesque. Une seule usine d'éthylène consomme assez d'électricité pour alimenter une ville d'environ 50 000 habitants. Passons maintenant à l'étape suivante. Nous arrivons au cœur de la création du plastique, le réacteur de polymérisation. C'est là que la chimie transforme de simples molécules gazeuses en ce matériau polyvalent que nous appelons plastique. À l'intérieur d'immenses réacteurs en acier, des cuves cylindriques pouvant atteindre environ 15 mètres de hauteur et 5 mètres de diamètre, fonctionnant à des températures soigneusement contrôlées comprises entre environ 60 et 300 degrés Celsius, et à des pressions pouvant atteindre jusqu'à 3000 atmosphères, les molécules d'éthylène subissent une transformation fascinante. À l'aide de catalyseurs spéciaux, souvent à base de composés du titane ou du chrome, des milliers de ces petites molécules se lient les unes aux autres, comme les maillons d'une chaîne, pour former de longues molécules polymères. Une seule chaîne de polymères peut contenir entre environ 50 000 et 200 000 unités d'éthylène, avec une masse moléculaire pouvant atteindre plusieurs millions d'unités de masse atomique. Le résultat est le polyéthylène, le plastique le plus courant au monde, qui représente plus de 30% de toute la production mondiale de plastique. Mais tous les polyéthylènes ne sont pas identiques. En ajustant la température, la pression et le type de catalyseur, les chimistes peuvent créer différentes variétés aux propriétés très distinctes. Le polyéthylène haute densité, ou PEHD, possède des chaînes moléculaires très serrées, avec très peu de ramifications.
ce qui lui confère une structure hautement cristalline. Il est donc solide, rigide et résistant aux produits chimiques, idéal pour les bouteilles de lait, les bidons de détergent ou les conduites. Sa densité se situe approximativement entre 0,94 et 0,97 g par centimètre cube. Le polyéthylène basse densité, ou PEBD, présente davantage de ramifications dans sa structure, ce qui donne un plastique plus souple et plus flexible, utilisé pour les sacs, les films plastiques et les flacons souples. Sa densité varie en général entre 0,91 et 0,94 g par centimètre cube. Ces ramifications empêchent les molécules de s'empaqueter de manière compacte, produisant une structure plus amorphe et moins cristalline. Le polyéthylène linéaire basse densité, ou PELBD, combine les avantages des deux précédents et offre un équilibre entre résistance et flexibilité. On l'utilise notamment dans les films étirables et pour diverses applications agricoles. De façon similaire, les molécules de propylène se polymérisent pour former le polypropylène, ou PP, un autre type de plastique majeur utilisé dans une multitude de produits, des pots de yaourt aux pièces automobiles en passant par les seringues médicales. La production de polypropylène nécessite des catalyseurs spéciaux de type Ziegler-Natta ou métallocène et se déroule à des températures proches d'environ 70 degrés Celsius. Le réacteur de polymérisation produit en continu un polymère fondu, qui sort sous la forme d'un liquide épais et visqueux rappelant le miel, à une température avoisinant 230 degrés Celsius. Cette matière est ensuite rapidement refroidie par des jets d'eau, puis découpée en petits granulés appelés pellets ou nurdles, de minuscules billes cylindriques ou sphériques d'environ 3 à 5 mm de diamètre. Ces granulés constituent la monnaie universelle de l'industrie du plastique, expédiée partout dans le monde en vrac, dans des conteneurs ou des wagons spécialisés. Une seule unité de polymérisation peut produire autour d'une dizaine de tonnes de granulés de plastique par heure, fonctionnant en continu pendant des mois entre deux arrêts de maintenance. Les granulés sont triés par type, testés pour vérifier leur qualité, puis stockés dans d'immenses silos pouvant contenir jusqu'à environ 5000 tonnes de matériaux. C'est à partir de là que commence leur voyage vers les usines de transformation du monde entier. Dans notre usine de Guangdong, d'énormes silos, chacun d'environ 30 mètres de haut, stockent des millions de granulés prêts à être transformés en produits finis. Des systèmes de transport pneumatiques acheminent les granulés à travers des conduites aériennes jusqu'aux différentes lignes de production. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours des granulés qui deviendront des bouteilles en plastique, l'un des produits plastiques les plus courants au niveau mondial. Les granulés sont introduits dans une extrudeuse, un grand cylindre contenant une vis rotative longue d'environ 3 à 4 mètres et large d'environ 30 à 40 cm. À mesure que la vis tourne à une vitesse comprise entre environ 60 et 90 tours par minute, elle pousse les granulés vers l'avant, tandis que des résistances disposées en plusieurs zones élèvent progressivement la température jusqu'à une plage comprise entre environ 200 et 250 degrés Celsius. Le plastique fond alors pour former une masse fluide et homogène. L'extrudeuse exerce une pression considérable, pouvant atteindre environ 200 bars, afin de forcer ce plastique fondu à travers des filières de forme précisément définies. Pour la fabrication de bouteilles, l'usine utilise des presses à injection. Ces machines impressionnantes peuvent coûter plus de 500 000 $ et fonctionnent avec une précision extraordinaire. Chacune pèse entre environ 20 et 40 tonnes et nécessite un courant triphasé, consommant de l'ordre de 300 à 500 kW. Le plastique fondu est injecté à haute pression, souvent jusqu'à environ 1500 bars, dans des moules en acier en forme de petites éprouvettes, appelées préformes. L'injection ne dure que quelques instants, moins de 2 secondes,
le temps de remplir complètement la cavité du moule. Les moules eux-mêmes sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie, fabriqués en acier trempé et usinés avec des tolérances de l'ordre de 1/100 de millimètre. Un seul moule peut comporter 16, 32 ou même 48 empreintes, produisant autant de préformes à chaque cycle. Le moule est maintenu à une température relativement basse, comprise entre environ 20 et 30 degrés Celsius, grâce à un circuit d'eau refroidi qui permet au plastique injecté de se solidifier rapidement. Une fois la préforme suffisamment refroidie et solidifiée, ce qui prend en général entre une dizaine et une quinzaine de secondes, le moule s'ouvre automatiquement et les préformes sont éjectées sur un tapis roulant. Elles sont ensuite acheminées vers une machine, d'étirage-soufflage, un équipement distinct où la magie de la formation de la bouteille va se produire. Dans cette machine, la préforme est d'abord réchauffée à environ 100 degrés Celsius dans un four à infrarouge, ce qui la rend souple sans la refondre complètement. Elle est ensuite placée à l'intérieur d'un moule en forme de bouteille. Une tige métallique appelée barre d'étirage descend par le haut et allonge la préforme dans le sens de la hauteur, tandis qu'un air comprimé à environ 40 bars est insufflé à l'intérieur, gonflant le plastique jusqu'à ce qu'il épouse parfaitement les parois du moule, comme un ballon qui se dilate dans un récipient rigide. En l'espace de quelques secondes, environ 3 secondes, la bouteille finale prend forme, étirée sur une longueur 3 à 4 fois supérieure à celle de la préforme d'origine. Ce procédé d'étirage renforce le plastique en alignant les molécules du polymère, créant ce que l'on appelle une orientation biaxiale. Les moules sont refroidis par une circulation d'eau à environ 15 degrés Celsius afin de solidifier rapidement le plastique. Une seule ligne de production peut fabriquer de l'ordre de 36 000 bouteilles par heure, soit environ 10 bouteilles par seconde ou environ 600 bouteilles par minute. L'usine exploite une vingtaine de lignes en parallèle, produisant ainsi plus de 700 000 bouteilles par heure, soit près de 17 millions de bouteilles par jour. Le rythme régulier des moules qui s'ouvrent et se referment crée une véritable symphonie mécanique qui ne s'arrête jamais. Voyons ce qui se passe ensuite. Les bouteilles fraîchement formées sortent des moules encore chaudes, à une température comprise entre environ 60 et 70 degrés Celsius. Elles doivent être refroidies jusqu'à la température ambiante, autour de 25 degrés, avant toute manipulation, sinon elles risquent de se déformer sous leur propre poids ou lors de l'empilage. Les bouteilles avancent sur des convoyeurs en acier inoxydable, se déplaçant à des vitesses situées entre environ 30 et 60 mètres par minute, à travers des tunnels de refroidissement où des ventilateurs industriels font circuler de l'air à température contrôlée. Certaines installations utilisent des systèmes de brumisation d'eau pour un refroidissement plus rapide. Un fin brouillard se forme, s'évapore au contact du plastique et emporte efficacement la chaleur. Le refroidissement dure en général entre environ 30 et 60 secondes, pendant lesquelles le plastique se cristallise davantage et durcit complètement, atteignant sa résistance structurelle définitive. Des systèmes de vision automatisés inspectent chaque bouteille à son passage à l'aide de caméras ultra rapides capables de capturer environ 100 images par seconde afin de détecter des défauts tels qu'une épaisseur de paroi irrégulière, des déformations, un moulage incomplet ou des impuretés. Ces systèmes utilisent des logiciels de traitement d'images sophistiqués capables d'identifier des défauts de l'ordre d'un demi-millimètre seulement. Les bouteilles jugées non conformes sont automatiquement éjectées par des bus d'air comprimé qui les dévient de la ligne principale et les envoie vers une ligne de rebut, où elles sont broyées puis refondues. Le taux de rejet dans les usines modernes est remarquablement faible, inférieur à environ 0,5%, ce qui signifie que moins d'une bouteille sur environ 200 est écartée. Pour les produits obtenus par extrusion, comme les plaques ou les films plastiques, le refroidissement se déroule différemment.
Le flux continu de plastique sort de la filière sous forme de feuilles planes ou de gaines tubulaires, puis passe entre des rouleaux de refroidissement, de gros cylindres en acier chromé maintenus à environ 20 degrés Celsius grâce à une circulation interne d'eau. Ces rouleaux polissent également la surface du plastique pour lui donner une finition brillante. Le plastique refroidi est ensuite dirigé vers des machines de découpe de haute précision, équipées de lames rotatives ou de systèmes de découpe laser. Ces machines peuvent effectuer des milliers de coupes par minute, découpant le plastique avec des dimensions très exactes et des tolérances inférieures à environ 1/10 de millimètre. Pour les films d'emballage, la découpe produit des rouleaux qui peuvent peser entre environ 50 et une centaine de kilogrammes, enroulés autour de mandrins en carton. Le laboratoire de contrôle qualité prélève des échantillons au hasard à peu près chaque heure et teste les produits. Résistance à la traction, flexibilité par des essais de pliage, uniformité de l'épaisseur au micromètre près et pureté chimique par spectroscopie. Des bouteilles sont remplies d'eau et soumises à des essais de chute depuis une hauteur d'environ 1,5 m afin de vérifier qu'elles ne se brisent pas lors de la manutention. Ces procédures garantissent une qualité constante au milieu de millions d'unités produites chaque jour. Les bouteilles en plastique encore vierges, sans aucune décoration, sont ensuite envoyées au département de décoration et d'étiquetage, une zone climatisée où elles reçoivent couleurs, logos et marques qui les rendront reconnaissables sur les étagères des magasins du monde entier. La méthode la plus courante est la sérigraphie. Les bouteilles tournent sur des mandrins pendant que des têtes d'impression appliquent l'encre à travers des écrans très fins, généralement compris entre environ 150 et 200 fils par centimètre, sur la surface du plastique. Les machines modernes peuvent imprimer jusqu'à environ 400 bouteilles par minute, avec un repérage parfait entre les différentes couleurs, appliquant parfois 6 ou 8 encres successives. Les encres sont des revêtements spéciaux, à séchage ultraviolet ou à base de solvant, formulés pour se lier chimiquement au plastique et résister aux rayures, à l'eau et à la dégradation causée par les rayons ultraviolets. Chaque station d'impression applique une couleur, et les bouteilles passent de station en station. Le repérage, l'alignement précis de chaque couche de couleur, est contrôlé par des capteurs optiques qui détectent des marques de repère sur chaque bouteille et ajustent la position grâce à des actionneurs pneumatiques pour maintenir une précision de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre, environ 0,2 de millimètre. Une autre technique très répandue est le manchonnage thermorétractable. Des gaines en film plastique pré-imprimé, en PVC, PETG ou OPS, sont enfilées sur les bouteilles par des applicateurs automatiques. Puis les bouteilles traversent un tunnel de chauffe à environ 180 degrés Celsius. La chaleur contrôlée fait rétrécir la gaine qui se plaque étroitement sur les contours de la bouteille, épousant chaque courbe et chaque détail. Cette méthode permet une impression sur toute la circonférence, 360 degrés, transformant chaque bouteille en mini-panneaux publicitaires. Pour des produits haut de gamme, les fabricants utilisent l'étiquetage dans le moule, ou IML. L'étiquette imprimée est placée à l'intérieur du moule avant l'injection. Des bras robotisés, munis de ventouses, positionnent ces étiquettes avec une précision millimétrique. Le plastique fondu fusionne avec l'étiquette au moment du moulage, ce qui la rend totalement solidaire de la bouteille. Elle ne peut ni se décoller, ni s'écailler, ni se détacher. Cette technique est plus coûteuse, mais le résultat visuel est nettement supérieur. Certaines installations appliquent également des revêtements spécialisés par pulvérisation ou par immersion. Des couches résistantes aux ultraviolets protègent les produits destinés à rester au soleil. Des couches barrières empêchent l'oxygène de traverser le plastique, prolongeant la durée de conservation des aliments et des boissons de quelques mois à plusieurs années. Enfin, des revêtements antistatiques évitent que la poussière n'adhère aux emballages pour produits électroniques. Passons à la dernière étape,
La ligne de production se termine dans la zone de conditionnement, un entrepôt hautement automatisé où les bouteilles finies sont préparées pour leur voyage vers les consommateurs du monde entier. Des bras robotisés à ventouse, alimentés en air comprimé, saisissent les bouteilles sur les convoyeurs à un rythme d'environ 120 unités par minute et les organisent selon des schémas précis. Les bouteilles sont ensuite enveloppées dans un film plastique thermorétractable, en packs de 6, 12 ou 24 bouteilles, ou bien placées dans des cartons ondulés. Le tunnel de rétraction fonctionne à une température d'environ 160 degrés Celsius, resserrant le film autour des bouteilles en quelques secondes, de l'ordre de 4 secondes. Un palettiseur automatique, un système robotisé massif d'environ 6 mètres de haut, empile ces cartons sur des palettes en bois d'environ 1,20 m sur 1 mètre, constituant des piles stables pouvant atteindre environ 2 mètres de hauteur. Chaque palette peut contenir des milliers de bouteilles. Une palette standard transporte de l'ordre de 1440 bouteilles, réparties en environ 60 couches de 24 bouteilles chacune. Le palettiseur traite jusqu'à environ 40 cartons par minute, sans jamais faire de pause. Des housseuses à film étirable enveloppent ensuite chaque palette de plusieurs couches, en général entre environ 5 et 8 couches, de film transparent, sécurisant la charge pour le transport et la protégeant de la poussière et de l'humidité. La tension du film est précisément contrôlée, avec un étirement d'environ 15 à 20%, de manière à garantir la stabilité sans écraser les produits. Des véhicules à guidage automatique, ou AGV, des chariots élévateurs électriques guidés par des capteurs au sol ou par des systèmes de navigation laser, transportent les palettes vers l'entrepôt, un bâtiment d'environ 50 000 mètres carrés offrant une capacité de stockage d'environ 30 000 palettes. Un système informatisé de gestion d'entrepôt suit la position de chaque palette à l'aide de lecteurs de code-barres et d'étiquettes RFID, maintenant en temps réel l'inventaire des types de produits, des quantités et des dates. Depuis cette seule usine, des conteneurs d'environ 40 pieds de long, chacun chargé d'un peu plus d'une vingtaine de palettes, soit plus de 30 000 bouteilles, quittent le site à peu près chaque heure sur des camions, acheminant des produits plastiques vers des distributeurs à travers toute l'Asie et au-delà. La voie ferrée privée de l'usine permet de charger chaque jour plusieurs dizaines de conteneurs, autour d'une cinquantaine, sur des trains de fret. Dans les ports voisins de Shenzhen et de Hong Kong, des porte-conteneurs embarquent des milliers d'unités équivalentes, 20 pieds remplis de marchandises plastiques, à destination de tous les continents. La chaîne d'approvisionnement mondiale du plastique fonctionne avec une efficacité incroyable, livrant des billions d'objets en plastique à des milliards de personnes chaque année. Notre usine de Guangdong n'est qu'un maillon d'un vaste réseau mondial qui produit environ 1 200 000 bouteilles en plastique par minute à l'échelle de la planète. Cela suffit à encercler la Terre environ toutes les 27 heures, si l'on alignait les bouteilles bout à bout, ou à tracer, en à peine 57 jours, une ligne de bouteilles allant de la Terre jusqu'à la Lune. Nous venons d'être témoins du remarquable parcours du plastique, depuis la matière organique ancienne enfouie dans la croûte terrestre il y a des millions d'années jusqu'au produit fini que tu tiens aujourd'hui entre tes mains. Ce procédé combine chimie organique, ingénierie mécanique et automatisation industrielle à une échelle véritablement impressionnante, transformant le pétrole brut en produit précisément calibré grâce à des températures dépassant les 900 degrés Celsius, des pressions atteignant l'ordre de 3000 atmosphères et des cadences de production de plusieurs centaines d'unités par minute. Cependant, cette productivité extraordinaire s'accompagne de conséquences environnementales majeures que nous ne pouvons pas ignorer. Chaque année, plus de 52 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans nos écosystèmes. Nos océans, nos rivières, nos forêts et même l'air que nous respirons. Seule une petite fraction, environ 9% de tout le plastique jamais produit, a été recyclé. Le reste s'accumule dans les décharges, dans les mers et dans les paysages,
où il peut persister pendant des siècles. Certains plastiques mettent entre environ 500 et environ 1000 années à se dégrader. Les mêmes propriétés qui rendent le plastique si utile. Durabilité, résistance à l'eau, stabilité chimique et longue durée de vie en font un polluant extrêmement persistant. Les microplastiques, des particules de taille inférieure à quelques millimètres, ont été trouvés partout. Dans la glace de l'Arctique, au fond des fosses océaniques les plus profondes, dans la neige de l'Antarctique, mais aussi dans le sang et les organes humains. Les animaux marins ingèrent ces déchets plastiques, souvent avec des conséquences mortelles. On estime qu'environ 100 000 mammifères marins et près d'1 million d'oiseaux de mer meurent chaque année à cause de la pollution plastique. Le défi à venir est clair. Nous devons innover de nouveaux matériaux, améliorer nos systèmes de recyclage, développer des alternatives biodégradables et repenser en profondeur notre relation avec ce matériau omniprésent. Parmi les pistes prometteuses, on trouve le recyclage enzymatique, qui décompose le plastique en ses composants moléculaires d'origine. Les plastiques biosourcés, fabriqués à partir de matières végétales, et des systèmes de production en boucle fermée, capables de recycler le plastique presque indéfiniment. Selon toi, quelle est la meilleure solution pour lutter contre la pollution plastique? Faut-il miser sur de meilleures technologies de recyclage? Investir dans des alternatives, comme les bioplastiques? Ou revoir complètement nos habitudes de consommation afin de réduire drastiquement notre usage du plastique? Partage ton avis dans les commentaires. Nous serions ravis de découvrir tes idées et tes propositions. Si tu as trouvé ce voyage au cœur de la production du plastique fascinant et instructif, mets un « j'aime » à cette vidéo. Cela aide l'algorithme à la proposer à davantage de personnes intéressées par les processus industriels. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres documentaires approfondis sur les usines où nous montrons comment sont fabriqués les objets du quotidien, des matières premières jusqu'aux produits finis. Active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains documentaires. Quel processus industriel aimerais-tu que nous explorions ensuite? Dis-le nous dans les commentaires. Nous lisons chaque suggestion et nous nous en inspirons pour planifier nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé ce documentaire et à très bientôt pour le prochain.